Mesdames et messieurs, bonjour. La motrice d'un turbotrain Paris-Caen, qui roulait à 120 km/h environ, est sortie des voies ce matin en gare de Bréval, près de Mantes. Au dernier bilan, ce déraillement a fait 4 morts et 45 blessés. L'accident s'est produit à 8h40 au sortir d'un tunnel. Après la motrice, 2 des 4 wagons du convoi se sont couchés sur la voie. Les secours ont été mis en place très rapidement, mais je vous l'ai dit, le dernier bilan fait apparaître 4 morts. On avait pensé à un moment qu'ils étaient 7. Finalement, de fausses indications avaient été données par les divers hôpitaux qui avaient recueilli des blessés. 4 morts, 45 blessés, un bilan qui peut bien sûr devenir plus grave au fur et à mesure que l'on dégage les ferrailles des wagons coincés dans cette gare de Bréval. Le turbotrain sur cette ligne Paris-Caen était pratiquement plein ce matin. 172 passagers à son bord, il peut en apporter 188. C'est en fait un autorail rapide de conception récente et qui est en service depuis tout juste 2 années maintenant. Nous allons avoir des images d'archives du turbotrain lors de sa mise en service et vous pouvez vous rendre compte qu'il s'agit d'un convoi encore assez peu connu en France. Oui, les turbotrains de la ligne Paris-Caen-Cherbourg peuvent transporter 188 passagers à une vitesse moyenne de 160 km/h. Ils sont constitués de 2 voitures motrices encadrant 2 wagons. L'une des motrices est équipée d'un moteur diesel pour assurer les démarrages du turbotrain. La seconde motrice est dotée d'un turbomoteur composé notamment d'un générateur de gaz et d'une turbine. Ce turbomoteur est dérivé de celui équipant les hélicoptères Super Frelon. Depuis 2 ans, ces turbotrains assurent entre Paris et Caen 14 liaisons journalières dans les 2 sens et 5 entre Paris et Cherbourg. Une dizaine de rames sont actuellement en service. 6 nouveaux turbotrains ont été commandés par la SNCF pour assurer les liaisons transversales Lyon-Strasbourg, Lyon-Nantes et Lyon-Bordeaux. Une nouvelle rame prototype de turbotrain est actuellement à l'étude, capable de circuler à une vitesse de l'ordre de 300 km/h. Ses premiers essais commenceront à la fin de ce mois-ci. Avec une puissance élevée, 1560 chevaux pour un convoi de 87 mètres de long, pouvant transporter près de 200 passagers, la mise en service de ces turbotrains évite, sur de nombreuses lignes, l'investissement élevé nécessaire à l'électrification. Une hypothèse quant à l'accident de ce matin, une pièce perdue par un autre convoi se serait trouvée dans l'engrenage de l'aiguillage et c'est ce qui aurait amené la motrice à sortir des voies, étant donné qu'elle roulait vite, 120 à l'heure, je vous le rappelle. 2 des wagons ont suivi. Nous aurons peut-être d'autres détails dans le courant de ce journal. L'actualité politique et économique en France, ce que va décider le ministre des Finances pour essayer d'enrayer la hausse des prix cette année, la fin du conflit à sud-ouest de Bordeaux, la majorité et la candidature unique pour les prochaines élections législatives, une expérience de lutte contre le tabac et ce matin, au siège de la CGT à Paris, une concertation entre syndicalistes, par laquelle nous commencerons d'ailleurs. Après la mort de Pierre Auvernet, et lors même de ses obsèques, le ton avait monté entre syndicalistes, entre la CGT et la CFDT. Sans doute pour une clarification, et en tous les cas pour déterminer les conditions d'une riposte syndicale commune, après l'affaire Renault, la CGT a pris l'initiative de la réunion interconfédérale de ce matin. Notons que la FEN s'y est associée, mais non Force ouvrière. Sur place pour nous, Hervé Chabalier. Eh bien, Jean Lanzy, la réunion de ce matin est un échec. La CGT, la CFDT et la Fédération de l'éducation nationale ne se sont pas entendus. Il n'y aura donc pas de riposte de masse commune à ce que les syndicalistes appellent la montée de la répression dans les entreprises. À cela, d'ailleurs, rien d'étonnant, tant les positions étaient divergentes entre ces différentes centrales syndicales à la veille de la réunion de ce matin. La CGT, vous le savez, ne veut participer à aucune action où se trouvent des gauchistes et d'ailleurs souvent elle estime que les gauchistes sont responsables et à la base de la répression dans les entreprises. La CFDT et la Fédération de l'éducation nationale refusent complètement cette analyse. Elles ne veulent en tout cas pas qu'il y ait un amalgame entre gauchistes et provocateurs. Et la CFDT, la Fédération de l'éducation nationale, pense que lorsque des gauchistes acceptent les consignes unitaires dans une manifestation par exemple, il n'y a aucune raison de les rejeter. Voilà où l'on en est. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que les différentes centrales syndicales vont appeler leurs adhérents avec leur propre mot d'ordre pour des actions sur ce problème de la répression. Et on pense d'ailleurs que dès ce soir, la CGT va lancer des mots d'ordre d'arrêt de travail pour la semaine prochaine et sur ce thème. Il faut encore signaler qu'au cours de cette réunion de ce matin, et un des dirigeants nous le disait tout à l'heure, une volonté commune d'action
s'est dégagé. Encore faudra-t-il attendre pour que cette volonté devienne réalité, des jours meilleurs. Et c'est là encore un militant de la CGT qui me le disait tout à l'heure. Donc, pas d'action commune, CGT, CFDT, Fédération d'éducation nationale pour l'instant. À vous, Cognac. Merci. Donc, volonté d'action, mais pas encore de concrétisation. Autre suite en politique. Pour les Républicains indépendants, M. Poniatowski relançait ici même hier la polémique au sujet de la candidature unique de la majorité pour les prochaines élections. En examinant les cas par circonscription, certains Républicains indépendants pourront se trouver opposés à des UDR lors de ces prochaines élections. Réaction de la Nation, quotidien UDR, la multiplicité des candidatures est plus favorable à l'UDR qu'à ses partenaires. Les récents scrutins pour des élections cantonales le prouvent. Et puis, commentaire du leader de l'Union des jeunes pour le progrès, le jeune gaulliste Jean-Paul Fassot, si les Républicains indépendants veulent jouer le jeu de parti et affronter les électeurs isolément, il est inutile de prolonger leur association à l'action quotidienne du gouvernement. Gouvernement dans lequel, bien sûr, il y a des Républicains indépendants. À Toul, une page est tournée. M. Galliana, qui a été directeur de la centrale Ney, cette maison d'arrêt marquée l'an dernier par de nombreux incidents, M. Galliana, donc, quitte cet établissement. Il va surveiller la construction d'une nouvelle centrale pénitentiaire à Châteauroux et il est remplacé à Toul par M. Bascou, qui était jusque-là directeur de la prison de Riom, dans le Massif central. Un alcaloïde, du tabac, Mauriac et des auditeurs. Ce n'est pas une énumération à l'après-vert, c'est une expérience de psychothérapie collective. L'alcaloïde, voici son symbole, C10H14N2, un véritable poison pour l'organisme humain, contenu dans le tabac, cet ami qui vous veut du mal, et contre lequel France Inter est parti en campagne à Mauriac, au cœur du Massif central aussi. Déjà, des affiches collées dans toute la ville mobilisaient l'attention, et puis la radio, la télévision, une foule de journalistes invités pour la circonstance, l'événement prenait une dimension nationale. Pendant 5 jours, une équipe de médecins, de psychologues, de volontaires se sont relayés pour catéchiser les fumeurs. Samedi soir, c'était l'annonce des résultats. Quels sont ceux qui n'ont pas fumé depuis le premier soir, c'est-à-dire lundi soir? Et je crois que c'est extraordinaire de voir toutes ces mains se lever. Ceux qui ont les mains libres peuvent applaudir, ceux qui ont donc remporté une victoire totale le 5e jour. Sur 155 stagiaires, 148 ont définitivement cessé de fumer. Le présentateur claironne les réussites, gonfle les pourcentages. En fait, le résultat est modeste, 148 repentis sur 1 millier de fumeurs que compte Mauriac. On peut donc vous donner un pourcentage de victoire. Dans l'euphorie générale, Augustin Chauvet, le député-maire de Mauriac, s'adresse à un illustre fumeur, le président Pompidou lui-même, pour lui offrir un cadeau symbolique. Vous connaissez la grande solidarité qui règne entre tous les Auvergnats, Monsieur le Président, et c'est cette solidarité qui nous pousse aujourd'hui à répéter aux premiers Auvergnats de France et aux glorieux enfants du pays combien nous serions heureux qu'à l'exemple des fumeurs de Mauriac, ils disent à son tour et pour toujours non au tabac. C'est en formant ce vœu que nous vous offrons ce porte-cendrier à faire forger, qu'un maître ferronnier de salaire, ex-fumeur, repenti, a fabriqué spécialement pour vous, Monsieur le Président, en souhaitant que vous voudrez bien y déposer votre dernière cigarette. Mauriac était la 2e étape de la campagne anti-tabac. L'année précédente, Salaire, un village voisin, 600 habitants, avait fait l'objet de la première campagne. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Une belle pancarte à l'entrée de la ville et sur la grande place, des fumeurs. Pourtant, le dimanche, après la messe, on se retrouve comme par hasard au tabac où la polémique continue. Bonjour. Ça va? Monsieur. Ça va? Bonjour, Alex. Bonjour. Un paquet de tabac, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Alors, 1,90. Et tu fumes encore, toi? Oui. Comment ça se fait? Je suis à la pêche maintenant, alors. Oh, non, je sais bien que ça va te faire du mal. À la mairie, polémique encore entre le secrétaire Pierre-Henri, fumeur convaincu, et le maire Charles Meigne, fumeur repenti. Ils m'ont dit le secrétaire de mairie est là, tu peux y aller. Non, c'est lamentable. Pose-moi cette cigarette, arrête ça, écoute, sincèrement. Je suis l'exemple de ton mère quand même. Et puis écoute, je te l'ai dit dans la dernière campagne anti-tabac de Salaire, je dis chacun choisit son mode de suicide. Toi, tu as choisi le régime végétarien
dans 6 mois, t'es foutu. Salaire comptait 150 fumeurs. 80 ont suivi la cure, 50 ont fait le serment de s'arrêter. Aujourd'hui, 31 seulement ont tenu le coup. La buraliste reconnaît volontiers que ses ventes ont baissé de moitié, mais cette baisse a été, dit-elle, largement compensée par l'afflux des touristes attirés par l'opération, ce qui est une chose intéressante, bien sûr, pour un maire soucieux du bien-être de ses administrés. Un jour, avec Michel Tariac, ils m'ont proposé de faire une expérience anti-tabac à Salers. Et j'ai répondu oui immédiatement, ne pensant que mes administrés d'ailleurs. Et quand même, au point de vue moral, c'était une expérience à tenter, vous comprenez? Pourquoi au point de vue moral? Parce que tout de même, je préfère faire de la publicité et engager mes gens à ne plus fumer que de les inciter à boire ou à faire n'importe quoi quand même. Vous avez fumé pendant combien d'années? Oh, 40 ans, 45 ans. Et vous vous êtes arrêté parce que vous en ressentiez le besoin? Ah oui, parce que vraiment le matin, hein, et d'abord j'étais pas tout seul, quand on a été dans les rues, on entendait... C'était pas la peine que le curé il chante qui fait marcher l'Angélus, on était réveillés rien que par les types qui toussaient. Folklore et considérations philosophiques mises à part, le tabac représente pour les producteurs et la régie un marché de 7 milliards, avec 66 milliards de cigarettes vendues chaque année. Beaucoup de bruit pour 200 clients de moins sur 18 millions de fumeurs, c'est négligeable. Aussi, ni les producteurs ni la régie n'ont à ce jour réagi. Pourtant, il ferait bien de se méfier car à force de répéter que le tabac est nocif, les fumeurs finiront peut-être bien par le croire. Nous venons de recevoir à l'instant, une de nos voitures rentre de Mantes-la-Jolie, du lieu où s'est produit cet accident de turbotrain dont je vous parlais en commençant cette édition, et nous allons ensemble découvrir ces images du déraillement qui a coûté la vie à 4 personnes, dont le conducteur de la locomotrice, et qui a fait jusqu'à présent 45 blessés. Cela s'est passé dans la gare de Bréval. Le convoi roulait, je vous le rappellerai, à 120-130 à l'heure, et il semble que c'est à l'approche d'un aiguillage que la motrice soit sortie des voies. Vous distinguez bien là, dans ces vues aériennes, ce turbotrain que nous voulions rouler tout à l'heure lors des essais et de la mise en service. On voit là que la cabine de pilotage a été entièrement détruite. Les secours ont été très rapidement sur les lieux, mais dans des accidents de cette importance, le bilan, 4 morts, 45 blessés, semble même faible par rapport aux dégâts que l'on peut constater sur place, pour autant qu'un bilan de ce genre soit jamais faible. Je vous rappelle l'hypothèse la plus couramment émise quant aux causes de l'accident: une pièce détachée d'un autre convoi se trouvant sur la voie, à l'endroit même où s'embranche l'aiguillage, bloquant une partie de ce dernier, la motrice sortant des voies, 2 des 4 wagons du convoi la suivant et dérapant sur 300-400 mètres avant l'immobilisation, l'intervention des secours ayant lieu dans les minutes qui suivaient. Cela s'est produit à 8h40 ce matin et concernait le turbotrain qui se rendait de Paris à Caen. Les prix. Objectif, éviter une hausse supérieure à 3-4% dans l'année. Ce sera difficile car l'an dernier, les prix ont monté de 6%. Et un sondage de l'hebdomadaire Les Informations nous dit que les 2 tiers des salariés estiment que les prix, en fait, ont monté plus que l'estimation officielle de 6%. Dans une même proportion, d'ailleurs, les salariés pensent que les prix ont grimpé plus vite que les salaires l'année dernière, résultat de ce sondage. Les contrats anti-hausse n'ont rempli qu'imparfaitement leur fonction, ils expirent demain. Que va décider le ministre des Finances, Michel Tardieu? Comme d'habitude, quand il s'agit de prix, on hésite entre le libéralisme et le dirigisme. M. Giscard d'Estaing est particulièrement déchiré entre ses convictions libérales et une certaine croyance dans l'efficacité des mesures que peut prendre la direction des prix. Alors finalement, on va évoluer entre les deux. On va rendre la liberté à toute une série de secteurs, et la dépêche vient de tomber à l'instant qui nous indique que seront libres probablement les prix des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale, c'est-à-dire les entreprises industrielles qui exportent beaucoup et qui, même en France, sont soumises à une concurrence vive de la part des producteurs étrangers. Et par exemple, il n'est pas sûr que l'automobile qui exporte beaucoup subisse en France une concurrence suffisante pour qu'elle bénéficie de ce régime de liberté totale.
seront aussi en liberté totale, c'est-à-dire sans avoir besoin de soumettre à l'administration les modifications de leurs prix, les petites entreprises qui ont moins de 20 salariés et les entreprises qui font des produits de luxe très taxés. Pour les autres industriels, eh bien, il y aura le régime de contrats qui seront un peu moins sévères que les contrats anti-hausse, en ce sens qu'ils leur donneront la possibilité de moduler leur prix à l'intérieur d'une hausse moyenne. Autrement dit, l'administration fixe une moyenne de hausse que ne devront pas dépasser les entreprises, mais à l'intérieur de cette moyenne, elles peuvent augmenter certains prix ou les baisser. Quant aux industriels qui ne tomberont sous aucun de ces deux régimes, ni la liberté totale, et qui refuseront de signer des contrats, eh bien, ils seront soumis au système de l'accord préalable de l'administration, c'est-à-dire qu'ils devront déposer les barèmes qu'ils ont l'intention de modifier devant la direction des prix et attendre un mois que le dossier soit étudié par la direction des prix pour savoir s'ils ont l'autorisation ou non de modifier leur prix. C'est le régime que généralement les industriels exècrent le plus. On pourrait dire que c'est la concertation. La concertation, c'est le contrat anti-hausse. Le dernier régime, c'est une liberté avec accord préalable de l'administration qui est très désagréable puisque les industriels ne peuvent pas faire de prévision du tout et en général les gens qui ne signeront pas de contrat seront les moins bien placés, si j'ose dire. On ne peut pas, à l'annonce de ces premières indications, on ne peut pas dire si on sera plus près des 3% ou des 6% cette année, bien sûr. On ne peut rien dire puisque quand même une grande partie des entreprises seront sous un régime complètement libéré puisqu'elles seront soumises à une concurrence internationale qui permet, selon les finances, de penser que les prix ne monteront pas trop vite. Bon, bah évidemment, ça n'exclut pas une correction de trajectoire si au milieu de l'année, on voit que ça va beaucoup trop vite. Et alors, il faut signaler que les entreprises publiques doivent donner le bon exemple en modérant elles-mêmes leur hausse de prix qui devrait tenir à l'intérieur des 3%. Merci, Michel Tardieu. Bordeaux, jeudi matin, la longue crise du journal Sud-Ouest prendra fin. Jeudi matin, Sud-Ouest et la France reparaîtront. Accord signé entre la direction et les syndicats du livre ce matin. L'Aquitaine retrouvera jeudi matin ses deux quotidiens, Sud-Ouest et La France. Par 434 voix pour, 82 contre et 24 abstentions, le syndicat du livre de Bordeaux a décidé en effet de reprendre le travail après 3 semaines de grève qui l'opposaient depuis le 19 février dernier à la direction du groupe Sud-Ouest. Monsieur Elian, secrétaire général du syndicat, nous a dit sa satisfaction au terme des négociations. Tout à fait satisfait, car si nous examinons les revendications déposées par nous le samedi 19 février, nous avons obtenu entièrement satisfaction. Il s'agissait essentiellement d'un calendrier de rencontres, il s'agissait de sécurité d'emploi, il s'agissait de matériel moderne, il s'agissait de revalorisation du travail du dimanche. Tout ce que nous avons demandé a été obtenu. Mais comme il s'agissait d'un calendrier, je le répète, nous n'obtenons pas des satisfactions immédiates. Nous obtenons des satisfactions à terme. Et pour nous, incontestablement, c'est un très grand succès. Est-ce que cela valait un mois de grève? Non. Non. Nous avons négocié pendant 30 heures. Ces 30 heures, nous aurions pu les avoir dans les jours qui ont suivi le déclenchement de la grève, si la direction avait bien voulu répondre à notre demande d'entrevue. La direction a préféré compter sur un pourrissement de la grève, et avec une force comme notre organisation, c'était absolument impossible. Grève inutile aux yeux de M. Amouroux, pour qui cependant le sentiment de satisfaction est double. D'abord un sentiment d'immense satisfaction, satisfaction comme journaliste, puisque toute ma vie a été celle d'un journaliste, et qu'un journaliste c'est lié au quotidien, c'est lié à l'écriture, puis le sentiment de satisfaction du directeur du journal, responsable d'une entreprise qui est la 4e de l'Aquitaine, qui emploie plus de 1400 personnes, et qu'on ne peut pas faire vivre les grévistes et les non-grévistes dans un journal fermé. Et puis aussi, le sentiment d'un gâchis complètement, totalement inutile. Car il n'y avait absolument pas besoin de faire grève dans un journal où la concertation était permanente, où la discussion était permanente, et où, en ce qui concerne l'objet initial de cette grève, nous sommes revenus au point de départ, puisque finalement les grévistes ont accepté la proposition que j'avais faite un mois ou près d'un mois avant, dans la nuit du 18 au 19 février, en ce qui concerne l'objet de la grève, c'est-à-dire le problème des clicheurs. Donc, d'après vous, cela ne valait pas un mois de grève? Ça ne valait pas un jour de grève. 5-2 et 5-1. Ça ne valait pas une heure de grève. Hormis la fin du conflit à Sud-Ouest, il se passe des choses en ce moment même à Bordeaux, exactement à l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac,
où l'on attendait à la mi-journée Bernadette Devlin, le jeune député catholique d'Irlande du Nord. On l'attendait des sympathisants, parce que Bernadette Devlin venait tenir une conférence pour la cause irlandaise, et on l'attendait aussi avec la police, car Bernadette est interdite de séjour en France. Elle fait l'objet d'une interdiction par ordre du ministère de l'Intérieur, car mademoiselle Devlin est apparue lors d'un meeting de l'organisation gauchiste Secours Rouge en 1970, est apparue comme une militante gauchiste aux yeux de M. Marcellin. Donc, dès sa descente d'avion à 12h30, mademoiselle Devlin a été interpellée. Elle s'est vue notifier l'interdiction de séjour qui la frappe. Elle a été emmenée par des policiers à bord d'une voiture, en attendant d'être refoulée sur Londres par l'avion qui quittera Bordeaux à 13h40. Pas de conférence sur la cause irlandaise en Aquitaine, donc. Dans l'actualité internationale, je vous rappellerai pour mémoire la première rencontre qualifiée d'amicale et de chaleureuse entre Chinois et Américains hier à Paris, la première rencontre d'une série dont on ne connaît pas encore le calendrier et sur laquelle le blackout presque complet est observé par les deux parties. Et je vous dirai aussi que nous attendons pour demain, venant de Jordanie, une déclaration du roi Hussein que les milieux royaux annoncent comme devant être très importante. Capitale peut-être, il pourrait s'agir d'une forme d'autonomie accordée par le roi de Jordanie aux Palestiniens installés bon gré mal gré sur son territoire. La boxe, la puissance de Ménétré a prévalu. Hier soir, au Palais des Sports, le combat Ménétré-Gallois n'a duré que 6 rounds et le 6e round n'a duré que 2 minutes et 16 secondes. Roger Ménétré a conservé son titre de champion d'Europe des welter. Dans un palais des sports archi-comble, Roger Ménétré, le champion d'Europe en titre, c'est celui qui boxe plus bas, il est difficile de l'identifier puisque les culottes sont pareilles, était monté sur le ring avec 2 avantages, celui du succès à l'applaudimètre et celui tout relatif du poids, 500 grammes de plus que Robert Gallois. Le combat débuté sans round d'observation était violent mais clair et précis, placé surtout sous le signe de l'offensive des gauches. La puissance et la souplesse de Ménétré contrastaient avec la boxe sobre et bien en ligne de Robert Gallois. À la 5e reprise sur un contre, la pommette gauche du champion d'Europe éclatait et à la surprise générale, Ménétré pliait sous les coups. On peut dire qu'à la fin de cette 5e reprise, les 2 hommes étaient considérés à égalité de points. Au début du 6e round, les actions de Robert Gallois étaient donc en hausse, d'autant plus que la pommette de son adversaire saignait toujours, maculant les 2 hommes. Mais affûtez bien votre attention dans les secondes qui vont suivre. Et voilà, une droite suivie d'un crochet gauche et Robert Gallois tombe pour la première fois sous les coudes du Savoyard. Monsieur Gondré, l'arbitre, égrène les secondes. Gallois se relève à 9, c'est-à-dire la dernière limite pour éviter le chaos. Le combat va reprendre. Gallois ne paraît pas avoir suffisamment récupéré. Et attention, vous allez voir surgir le poing gauche de Ménétré. Voici. Un coup violent et précis, la marque du vrai puncher. Roger Ménétré garde son titre de champion d'Europe. Nous allons d'ailleurs le retrouver juste après son combat. Le KO premier 6e round, vous l'attendiez? C'est-à-dire que je suis très long à m'échauffer. J'ai déjà fait 20 minutes d'entraînement dans mon vestiaire avant de monter sur le ring. Et je suis long à m'échauffer, mais alors une fois que je suis parti, après ça va. Alors qu'est-ce qui s'est passé au 4e? Au 4e, on se laisse, bon, il y a des fois on se laisse surprendre, ça arrive à tous les combats. Carburation. Mais enfin, c'est la carburation qui arrive fort. Mais c'est là que je me méfie quand même. On a quand même été surpris parce que c'est vous qui faisiez le combat, pourtant vous étiez le champion en titre. Oui, mais enfin, je travaille beaucoup à la salle sur mes jambes, énormément sur mes jambes et tout, faut que je bouge. Il n'y a pas de problème, il n'y a que ça pour me mettre en condition. Parce qu'une fois que j'ai passé le 10e round, moi après je suis parti. Alors Napoles? Eh bien, on envisage, bien sûr, oui. En forme? Oui, bien sûr, oui. On attend bien ferme? Oui, bien sûr, oui. De toute façon, je vais aller voir Charles Napoles, évidemment, ça m'intéresse. Voilà donc pour la boxe, au moment où Ménétré vous confiait ses impressions après le combat d'hier soir, je reçois une dépêche datée de Bagdad. Selon Radio Bagdad, le roi Hussein de Jordanie, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, à l'instant, il y a quelques minutes, serait parvenu à un accord avec Israël. Et par cet accord, le roi de Jordanie parviendrait à une sorte de restitution de la Cisjordanie. De quoi s'agirait-il? Eh bien, la Cisjordanie et la bande de Gaza, occupée par les Israéliens, deviendraient un État palestinien fédéré, autonome. Le reste du royaume de Jordanie étant sous la dépendance directe du roi Hussein. Il y aurait donc une fédération de 2 États. Ça aurait été accepté par les Israéliens. C'est en tous les cas un petit peu de ce qu'on attend comme déclaration à Amman. Je pense que s'il y a confirmation, elle ne devrait venir que demain, puisque selon les milieux royaux en Jordanie, ce n'est que demain que le roi doit faire une annonce que l'on qualifiait d'importante et qui pourrait être ceci.
En ce qui concerne la boxe, j'ai été interrompu, c'est un petit peu haché, je vous prie de m'en excuser. Je crois qu'on peut préciser qu'on s'attend maintenant à un championnat du monde Ménétré-Napolès, et les amateurs de boxe à Paris seront très heureux si cela se fait, car on parle de Paris et de la date du 13 mai pour ce combat. Maintenant, nous en sommes à Hebdo Affaires. Hebdo Affaires avec, pour les amateurs de bourse, pour ceux qui jouent en bourse et pour les financiers, une mauvaise nouvelle. Il y a grève aujourd'hui à la Bourse de Paris. Gérard Vidalanche nous le laissait entendre hier à 13h30 et il va nous dire pourquoi exactement. Gérard ? Oui, la grève des commis d'agents de change a paralysé la Bourse de Paris ce matin, sauf le marché des changes. Les grévistes ont occupé les lieux, tandis que les agents de change ont déserté la corbeille. Les syndicats demandent une majoration de salaire de 7,90% et accepteraient une augmentation de 7%, alors que les agents de change proposent 5,5%. Il semble tout de même que le dialogue sera renoué cet après-midi, mais rien n'est encore bien clair. Il est possible que demain, la suspension des cotations continue, car il peut y avoir bien sûr une épreuve de force. Je vous dirai simplement un mot maintenant de Rhône-Poulenc, car il y a eu une conférence de presse ce matin. La première entreprise française annonce un chiffre d'affaires de 12 milliards, 2 milliards d'investissements et un bénéfice net de 240 millions. Le dividende de 8,50 francs sera maintenu cette année et même probablement pour l'année 72. Donc, à demain pour la Bourse de Paris et peut-être sa réouverture, ou au contraire la prolongation de la grève des cotations. Peut-être. Nous avions les chiffres de Rhône-Poulenc. Autre chiffre, la statistique de l'indice de la production industrielle pour la France pour le mois de janvier, statistique favorable, plus 3 points par rapport à décembre, indice 176. Magazine maintenant, la formation professionnelle. Au cours des 3 prochaines années, 100 000 agriculteurs de 15 à 50 ans vont quitter la terre pour aller chercher ailleurs un autre métier. Un quart seulement d'entre eux, un quart de ces mutants, comme on dit dans le jargon des économistes, demanderont à bénéficier d'une formation qui leur est offerte par l'État. Mais quelle formation faut-il leur offrir? Faut-il seulement leur apprendre d'autres gestes ou faut-il les préparer à comprendre la vie, à comprendre le changement? Faut-il leur offrir des programmes à base de connaissances spécialisées ou au contraire à base de connaissances générales? Avant d'entamer sur ce point une discussion avec des spécialistes, je vous propose de vous rendre dans un centre de formation pour adultes à Malteau, en Normandie. Vous allez partir en stage en usine, vous allez exécuter des tâches qui seront commandées. Alors que chez vous, sur l'exploitation agricole, vous étiez beaucoup plus libre, vous étiez un peu maître de vous-même. Je ne sais pas pour vous quels sont les points les plus importants de cette découverte de l'usine. Il y a d'abord l'entrée dans l'entreprise qui est très important. Parce que vous entrez, vous vous trouvez devant des bâtiments immenses, bien souvent, etc. Un sentiment d'écrasement. Oui, c'est la première chose qui frappe. C'est-à-dire c'est le bureau d'embauche. On se trouve frotté avec des ouvriers en reprise de travail qui sont là à l'embauche, etc. Il y a un sentiment de dépaysement très net. Le fait de rentrer dans une administration avec des gens, vous ne connaissez absolument personne, je pense que c'est très important. Ça, c'est la première chose qui frappe. Bien avant les cadences, parce que tant qu'on n'est pas vraiment au travail... Quel genre de métier est-ce que vous voulez faire en sortant de l'école? Eh bien, moi, j'envisage l'inspection et la réception de la viande et des visites de points de vente, quoi. Et vous? Être employé chez un géomètre. Moi, j'envisage faire un IUT pour aller dans le technico-commercial. Moi, j'envisage être infirmier. Moi, j'envisage être éducateur spécialisé. Donc, j'ai quitté l'école primaire à 14 ans. Je suis rentré chez mes parents, à la ferme. Mais j'avais quand même une formation, je suivais une formation agricole de maison familiale. C'est une formation alternative. Il y a 8 jours de cours théoriques et puis 15 jours de pratique sur l'exploitation. Alors pendant 3 ans, j'ai suivi ces cours. Alors à 17 ans, je suis resté définitivement à la maison jusqu'au régiment. Après le régiment, c'est là que s'est posé le problème du choix, de l'orientation. Je ne pouvais pas prendre la succession des parents, étant donné qu'ils sont jeunes. Alors il fallait partir, de toute façon il fallait partir. Alors soit prendre une exploitation, je m'en sentais pas tellement
La taille, aussi bien au point de vue que je n'avais pas de capitaux, ça posait déjà de gros problèmes. Enfin, en plus, étant célibataire, je crois que c'est pas tellement, c'est pas l'idéal non plus. Oui. Alors, j'ai choisi de quitter, quoi. Vous en avez combien par an? Ici, nous en formons 60. Notre objectif, c'est de donner une formation à caractère général qui permette en un an aux jeunes de s'ouvrir tout en recevant un certain nombre de connaissances qui lui permettront de s'adapter à une formation technique nouvelle. Notre objectif n'est pas d'en faire des érudits et donc on s'appuie beaucoup moins sur la mémoire que sur le raisonnement logique qu'ont ces gens. Ils ont vécu, ils ont observé, la vie leur a ouvert les yeux, ce sont des gens qui sont interrogatifs. Ce sont donc des outils pédagogiques, des méthodes d'approche qu'il faudra utiliser et qui nous permettent d'aller très très vite dans le domaine de la formation. Je me suis barbé à l'école jusqu'à 14 ans. Ça ne m'emballait pas du tout d'aller à l'école le matin et puis quand je rentrais le soir, ce qui m'intéressait c'était de monter sur le tracteur ou de soigner les veaux ou n'importe. Et maintenant que vous pouvez monter sur le tracteur, vous retournez à l'école. Oui, mais je crois qu'on prend l'enseignement d'une toute autre façon, quoi. Là, on y vient d'abord parce qu'on a envie d'y venir et puis on a envie d'apprendre. Oui, puis il y a des choses que je crois qu'on arrive à mieux étudier à 25 ans qu'à 12 ans, ça c'est sûr. La psychologie, par exemple. Ces jeunes ne doivent pas être des simples exécutants qui subiront la vie nouvelle dans laquelle ils seront. Et pour ne pas la subir, il faut qu'ils sachent se situer dans cette société, communiquer. Et qui dit se situer dans la société, dit avoir évidemment un esprit critique. En français, on a abordé toutes les grandes idéologies politiques. Enfin, les grandes. On a discuté entre nous des différents systèmes, soit le néolibéralisme, le libéralisme ou le socialisme. On a étudié Karl Marx, on l'a lu. Bon, moi j'ai lu aussi bien les théories du gaullisme qui m'intéressent que le socialisme vu par Che Guevara, par exemple, ou par Fidel Castro. On nous a taxés de maoïstes parce que, évidemment, il y a toute une conscience qui se fait chez les jeunes, qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais... et puis alors, on a des méthodes pédagogiques qui sont très liées à la vie. On mélange ces jeunes avec toutes les autres classes sociales, on leur fait faire des stages en tout milieu. Par contre, on nous reproche du fait de nos succès dans la formation de faire un petit peu des réussites à l'américaine. Et bon, derrière cela, on nous reproche également de faire trop de concessions au système en place, puisqu'on prépare des jeunes qui vont s'insérer dans une société qui, dans l'état actuel des choses, est capitaliste. Bon, chez moi, pour aller au cinéma, il fallait faire 25 km. Ici, le soir, on est libre à partir de 8 heures. On peut envisager d'aller au cinéma, on peut envisager d'avoir des activités sportives. Là, on fait du judo. Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas envisager tant qu'on était à la ferme. Ça me permet de prendre beaucoup plus de bon temps, quand même. Pour moi, j'avais jamais été au théâtre avant. Et depuis que je suis à Caen, je peux aller au théâtre. Ah oui, de toute façon. À un prix réduit encore, puisqu'on est abonné à la Comédie de Caen. En une année, j'ai vu 3 pièces. Enfin, c'est Bleu, Blanc, Rouge. C'est de Roger Planchon, je crois. Après, c'est Candine. Enfin, tout récemment, c'est le Capitaine Chal, Capitaine Esso. Là, je me suis senti vraiment concerné. C'est la critique d'une société qui nous dirige depuis, je ne sais pas, plusieurs années. Moi, j'ai l'impression que mes copains qui sont restés à la ferme n'ont pas les possibilités de loisirs que j'ai. Mes anciens copains, quand je les vois, c'est le flipper, c'est le jeu de boxe, puis le bal, le samedi soir, puis malheureusement, la bagarre des fois. La bagarre par suite de boissons? Souvent, oui. Vous vous sentez bien dans votre peau, tous les deux? Je me sens beaucoup mieux dans ma peau déjà maintenant qu'il y a 6 mois ou il y a 1 an. Et vous? Oui, moi aussi, ça c'est sûr. Enfin, puis surtout ici, ça permet quand même de nous épanouir vraiment, plus que sur une ferme, il n'y a pas de doute. Sur 600 anciens que nous avons formés en à peine 10 ans ici, nous avons un chômeur qui est en situation d'attente d'entrée en FPA, mais qui pointe au bureau de chômage du Mans. Le monde dans lequel vous vivez maintenant, comment le voyez-vous? Comment le ressentez-vous? Est-ce que vous avez envie de le changer? Est-ce que il ne vous semble pas qu'il faut abolir certaines choses? Absolument, oui.
Enfin, surtout lorsqu'on a été ouvrier agricole, je crois que... Enfin, on a une manière de concevoir la société. Comment la voyez-vous, la société? Enfin, je la vois surtout basée sur la justice, enfin, l'égalité. L'égalité des chances, c'est surtout ça. Et elle vous apparaît comment en réalité? Enfin, malheureusement, je la vois pas aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, vous la voyez comment? Moi, je crois qu'il faut donner aux hommes, à tous les hommes même, la chance de pouvoir s'épanouir. Enfin, je crois que ça peut venir par l'éducation. Je crois que l'éducation, pour moi, c'est primordial. L'éducation et la justice. Avec nous pour essayer d'aller plus loin dans cette question de la formation, de la préparation au changement, Madame Bollot, qui est conseil en formation au CNIP, au Centre national d'information pour la productivité des entreprises, Monsieur Pierre Guillain, secrétaire général adjoint de l'Union des industries métallurgiques et minières, Monsieur Michel Leroux, secrétaire général de l'Association pour le développement de la promotion sociale en Bretagne, et enfin Philippe Gallard d'Information Première. Madame Bollot, une première question, je crois que quelque chose vous a choqué dans ce film. Dans le film, non. Ce que je regrette simplement, c'est que le film qu'on nous a montré, ce sont des gens en changement de métier et qu'on peut avoir l'idée que la formation concerne uniquement ceux qui exerçaient un métier et ne vont plus pouvoir l'exercer. Alors que la formation, grâce à l'accord et à la loi du 16 juillet, la formation est une activité que chacun peut avoir tout au long de sa vie, même en dehors de toute rupture de sa vie professionnelle. C'est d'autant plus que dans le processus qui est en place pour les ruraux dans l'Ouest, cette formation générale précède une formation professionnelle, puisque ce centre s'appelle habituellement, on l'appelle d'ordinaire un centre de pré-formation, alors que dans le processus de gens au travail, déjà au travail, les deux choses doivent être menées conjointement, formation générale et formation professionnelle, car pour ma part, je pense que c'est votre avis aussi, les deux choses ne doivent pas être séparées, même dans le temps. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense néanmoins que, au fond, dans le film que nous venons de voir, il y a tout de même un problème qui est bien particulier, ce sont des gens qui changent de métier, qui changent de milieu. Il est certain, au fond, que dans la vie de travail normale et dans l'industrie en particulier, on est obligé, on sera obligé de plus en plus, finalement, devant les évolutions techniques, les évolutions de structure, pratiquement, au fond, de changer de métier. Mais ceci se fera à l'intérieur d'un milieu que l'on connaît déjà. Là, dans le film que nous venons de voir, il y a un changement radical de milieu, et je pense que ce changement radical de milieu, au fond, peut, sans ligne y prendre en garde, apporter aux individus un certain nombre de traumatismes assez profonds. Il faut donc pour eux prendre un certain nombre de précautions tout à fait particulières. Je voulais apporter quand même une petite information. L'école de Malto ne forme pas seulement des agriculteurs qui veulent quitter la terre, elle perfectionne également des agriculteurs qui veulent continuer dans la terre. Mais je crois qu'une fois ces mises au point faites, on peut maintenant poser le problème, à vous tous, quelle est exactement la place qui doit être donnée à la formation générale, aux connaissances générales, dans la formation professionnelle. Madame Bollot. Je crois que surtout, il ne faut pas les distinguer, que tout le monde y perd à les distinguer trop nettement, à considérer qu'il y a d'un côté l'apprentissage de choses qui seraient plus nobles, que l'on classerait comme connaissance générale, formation générale, et d'un autre côté, l'apprentissage de ce qui est nécessaire au métier. J'ai l'impression qu'il faut arriver à lier les deux et partir de ce qui est connu, c'est-à-dire du métier des gens. Quelqu'un qui va en formation sait déjà beaucoup de choses. Je crois qu'une des premières choses à faire, c'est de l'aider en cours de stage à prendre conscience de ce qu'il sait déjà. Et d'autre part, à lui permettre de prendre conscience qu'ils savent des choses et au sein de leur métier, si vous voulez avoir une formation qui soit collective au sein d'un même métier. Mais je voudrais dire d'abord au départ que, au fond, je ne crois pas qu'il ait jamais eu véritablement d'une formation professionnelle qui ne comporte pas une base de formation générale. Je vois mal comment, pour prendre un exemple concret, au fond, on peut apprendre un métier dans la mécanique d'ajusteur, de tourneur et de fraiseur sans avoir un minimum de connaissances, de calcul, d'algèbre ou de trigonométrie qui puisse permettre, au fond, d'acquérir cette formation technique. Il n'y a jamais eu, depuis qu'il y a de formation professionnelle, au fond, quelque chose de très séparé qui visait l'apprentissage d'un métier et que l'on est séparé de la base technique. Maintenant, il y a un élément que signale Madame Bollot qui est évidemment important, c'est qu'outre ce tout, et moi j'appelle ça un tout, une connaissance générale compliquée
complétée par une connaissance technique particulière. Il y a tout un ensemble d'éléments, au fond, qu'on doit donner aux gens pour leur permettre de situer leurs activités dans le cadre d'une branche d'industrie, d'une région, si vous voulez. Et ça, c'est également un élément qu'il faudrait développer, et je dois reconnaître qu'au fond, ça n'existe pas encore tellement. Alors les problèmes que ça pose, je n'ai pas totalement répondu à votre question, sont vastes. L'accord permet déjà d'y apporter un certain nombre de solutions, en tout cas pour la connaissance générale qui est la base de la connaissance professionnelle. Pour le reste, je crois qu'effectivement, il y a encore des développements à apporter. Et tout de même, monsieur, je m'adresse là à l'employeur. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que pour les employeurs, il est tout de même plus rentable de former les gens rapidement et par conséquent de leur donner une formation étroite et spécialisée? Eh bien, écoutez, monsieur de Virieu, je vais vous répondre par un cas très précis. Lorsque nous avons examiné avec nos partenaires au sein de la métallurgie, au fond, quelles étaient les applications que nous pouvions faire de l'accord, nous nous sommes rendus compte que pour certaines catégories de travailleurs, en particulier les ouvriers spécialisés, il n'y avait pas de possibilité de donner une formation professionnelle si au départ nous n'acceptions pas de donner une formation générale. Et ça, bien entendu, nous en avons accepté le principe, reste au fond à déterminer les modalités pratiques d'application. Et nous sommes bien d'accord que dans ce cadre-là, l'employeur participera au financement de cette partie. Je crois que c'est très important d'entendre un responsable des grandes entreprises poser ces principes-là, parce que dans des entreprises moyennes comme celles que nous connaissons à l'Ouest, le même principe n'est pas toujours reconnu, et pourtant je crois tout à fait indispensable d'admettre que la formation professionnelle passe par un rattrapage de connaissances générales pour certains travailleurs, ne serait-ce que l'exemple le plus clair, c'est les travailleurs étrangers. Il faut leur apprendre d'abord la langue française, et est-ce que le patronat sera d'accord pour que cette initiation à la langue française soit prise sur le temps de travail et dans le cadre des accords? Eh bien, écoutez, est-ce que le patronat est d'accord? Écoutez, d'abord, très simplement, sur le plan contractuel et législatif, les travailleurs étrangers jouissent des mêmes droits que les travailleurs français dans la mesure où ils exercent leurs activités dans une entreprise française. Et pour eux, il est évident que la première des choses à faire, c'est l'alphabétisation. Prenons un exemple précis. En sidérurgie, pour que les gens travaillent sans risque d'accident, il faut au moins qu'ils comprennent les consignes de sécurité. Il faut donc qu'ils aient suivi un processus d'alphabétisation, et nous sommes tout à fait conscients et convaincus que ceci est au fond relève plutôt des dispositions de l'accord ou de la loi. Il n'y a pas donc, si vous voulez, de problème majeur sur le principe. Je dirais simplement qu'il y a un certain nombre de problèmes d'application, en fond, de définition. Je crois que c'est très important parce que de proche en proche, on aboutit ainsi à une conception vraie et je crois assez large des accords et des textes sur les problèmes de formation, car ce qui est vrai pour les travailleurs étrangers est vrai aussi pour certains mutants, et nous revenons au film ici, qui n'ont pas eu de scolarisation poussée et qui, avant d'aborder des possibilités de promotion, de formation professionnelle vraie, doivent en effet passer par des stages de formation générale. Et si on monte encore plus loin, il est possible que certaines promotions ne pourront se faire qu'avec une connaissance générale de l'entreprise et peut-être de l'économie, et on aboutit ainsi à des formations beaucoup plus générales que celles qu'on envisageait au commencement de notre entretien. Je ne sais pas si on peut dire que déjà on est entré dans l'application de l'accord et de la loi, et cela pour une raison, c'est que dans l'ensemble, les gens n'ont pas envie de venir en formation. Cela n'évoque pas pour eux quelque chose d'extrêmement alléchant, d'extrêmement attirant. Je crois que l'un des jeunes stagiaires de Melteau le disait, ses souvenirs de l'école ne sont pas si agréables. Et actuellement, la formation n'évoque pas quelque chose d'extrêmement attirant, sauf lorsque, dans certains cas précis, il y a une promotion déterminée qui est à la clé. Je crois qu'il faudra envisager, par le droit à congé de formation, des formations sur une échelle beaucoup plus vaste. Et pour cela, il faut que l'on soit patient et que l'on attende que peu à peu, beaucoup soient convaincus que la formation n'est pas réservée à d'autres. C'est une première image qu'ils en ont. Ceux qui vont en formation, ce sont les cadres. Ceux qui peuvent aller en formation, ce sont ceux qui savent déjà beaucoup de choses, même si c'est un peu un paradoxe. Mais si on attend trop, est-ce que ce projet ne risque pas de pourrir? On a dit on a écrit aujourd'hui encore que si cela continue, ce projet de formation permanente risquait d'avoir le même sort que la participation qui n'est pas encore entrée vraiment dans les faits. Je crois que c'est sonner le glas un petit peu vite, parce que les décrets d'application de la loi ne viennent à peine de sortir. Je crois que c'est un peu se dépêcher d'enterrer la chose. Ce que je pense, c'est que peut-être il faudra ne pas faire de plan de formation extrêmement ambitieux tout de suite, et surtout, je crois, laisser parmi ce
qu'on peut appeler le crédit d'heure ou les unités de formation, comme le présente la brochure du CNPF, consacrer un peu de ce crédit d'heure au début, à laisser peut-être sur les lieux de travail les gens rechercher entre eux qu'est-ce qu'ils auraient envie d'apprendre, à quoi est-ce que ça pourrait leur servir à eux, consacrer, leur laisser du temps sur le temps de travail, sur le crédit de formation, pour rechercher eux-mêmes à quoi. Et petit à petit, de là naîtraient des besoins de formation qu'on ne peut pas aller cueillir maintenant tout mûr quelque part. Je pose la question du profane. Quelle sera leur responsabilité dans l'établissement des programmes de formation, justement? Quelle sera la responsabilité des intéressés dans l'établissement des programmes de formation? Des intéressés eux-mêmes, disons qu'il y a un rôle prévu par les textes législatifs et contractuels des comités d'entreprise, qui ont un rôle relativement important, un rôle consultatif, mais enfin un rôle important dans la mesure où la loi prévoit que le plan de formation établi pour l'année par un employeur devra être présenté au comité d'entreprise et donner lieu à délibération. Oui, Par délibération, je pense que cela peut entendre que les représentants des salariés d'une entreprise pourront faire, après une étude, d'après la connaissance qu'ils ont de ce qu'ils représentent, faire des propositions, peut-être concernant des catégories qui jusqu'à maintenant n'ont pas bénéficié des formations existantes. Et vous, Monsieur Leroux, pensez-vous qu'un certain nombre de difficultés viennent des salariés eux-mêmes? Je pense qu'il y a là de grosses différences entre même les régions. Je pense que Nancy ou Montbéliard, par exemple, connaissent une certaine demande d'information. Nos régions de l'Ouest n'en connaissent pratiquement pas. Et pour notre part, nous travaillons actuellement avec les syndicats à la mise au point d'un processus d'information auprès des travailleurs pour que, comme le disait Mme Polo, il y ait de véritables discussions dans l'entreprise pour qu'il naisse un commencement de conscience du besoin de formation. Et je crois que ce sera en effet relativement long, au moins ça demandera plusieurs mois. Oui, moi je pense que dire que cet accord et cette loi sont en train de pourrir me paraît être une erreur fondamentale. Elles ont fixé un cadre très ambitieux mais très complexe et il s'agit maintenant au fond que les employeurs et les organisations syndicales meublent ce cadre et le fassent vivre. Je crois que quand ils ont signé un accord, le 9 juillet, ils n'avaient pas l'ambition que le 10 juillet, l'ensemble du processus, au fond, serait déclenché. C'est une affaire qui va s'étendre sur 5 ou 10 ans, avant que c'est profondément pénétré, qu'on ait mis soigneusement au point les mesures d'application et qu'au fond, petit à petit, par l'onde de diffusion, vous parlez des organisations syndicales, les employeurs aussi revendiquent un certain nombre de responsabilités. Eh bien, au fond, l'ensemble des gens comprennent bien les droits qui sont les leurs, sachent bien, au fond, quelles sont leurs possibilités. Il y a dans cet accord, d'une part, les intérêts légitimes de l'employeur et puis également aussi un certain nombre d'aspirations d'un certain nombre de travailleurs qui jugeraient que ce que leur propose l'entreprise n'est pas conforme à leur destin. Et ça, nous en sommes conscients. Mais dites-vous bien qu'une affaire de cette ampleur, c'est au bout de 5 à 10 ans qu'on la juge et pas au bout de 1 ou 2 ans. Monsieur Guillen, je crois que ce sera là le mot de la fin. Je crois qu'il faut conclure. Merci madame. Merci monsieur d'être venu à ce plateau de Télémidi. À vous Jean Lanzy. Oui, en fait, le mot de la fin, c'est l'annonce de la fête du jour, Sainte Mathilde, qui fut reine d'Allemagne au Xe siècle. Et on fête aussi les Maudes aujourd'hui. Mathilde et Maude, bonne fête et à tous, bon après-midi.